Alors bonjour Darius, vas-y. Salut Pierre. Ça fait plaisir de se retrouver sur Ceinture Blanche. Voilà. Donc voilà, on a décidé de faire aujourd'hui du fasting. Voilà, c'est du jeûne intermittent. On entend parler de ça un peu partout et la dernière fois quand je t'ai lu, tu m'as dit que tu en faisais. Donc je me suis dit que c'était bien d'avoir la parole d'un coach et d'un sportif pour savoir les bénéfices du fasting, enfin tout le procédé du fasting. Voilà, je trouve que quand tu expliques les choses, tu les expliques bien. Donc en plus, tu es un pro. Donc voilà, je voulais là avoir l'avis du pro sur le fasting. Ouais, alors c'est quelque chose qui peut surprendre un sportif et principalement quelqu'un qui va faire de la musculation. Parce que la formation que tu peux avoir ou ce que tu vas apprendre au fur et à mesure du temps, c'est qu'il faut manger régulièrement quand tu veux prendre principalement de la masse musculaire, mais également après sécher aussi, hein. Donc dans le domaine culturisme que je connais bien, il faut manger toutes les 3 heures par rapport à un cycle de protéines, d'anabolisme pour éviter le catabolisme, hein, c'est comme ça qu'on te l'explique. Donc tu manges toutes les 3 heures à peu près. Moi j'ai fait ça, hein. Pendant des années je me suis éduqué à ça, donc je comprends que le fasting ça peut choquer et perturber des gens qui veulent prendre de la masse musculaire ou qui ont un certain nombre de connaissances dans la préparation physique. Et donc je mangeais 6 fois par jour, plutôt équilibré, je chargeais en protéines et puis je m'entraînais. Le dogme classique de la musculation, c'est de s'entraîner entre 2 et 5 fois par semaine, suivant que tu fasses un sport complémentaire à côté. Hein, donc c'est l'idée. Et en fait, bon, j'ai testé pas mal de choses, hein, pour comprendre un petit peu. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais 84 kilos. Je voulais faire 84 kilos parce que je voulais être en poids lourd en karaté. Et je considérais que c'était la meilleure catégorie, donc je voulais faire ça. Mais naturellement, si je faisais gaffe à l'époque à ma nourriture, j'aurais plutôt été en moins de 80. J'aurais été plutôt un mi-lourd qu'un poids lourd, quoi. Je suis pas un véritable poids lourd, naturellement. Je mesure 1m85. Et donc, après ma carrière de karatéka, j'ai commencé à boxer. Donc j'ai commencé à boxer en moins de 81 et en moins de 75. D'accord. Et j'ai fait cela avec l'alimentation classique, c'est-à-dire les 6 repas par jour, on va dire, hein, tu vois. Mais plutôt, donc tout en mangeant 6 fois par jour avec des restrictions caloriques et en ne faisant aucun écart alimentaire, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de fast-food, pas de pizza, pas de choses comme ça, une alimentation saine, au maximum comme on l'entend, quoi. Et donc sur la fin de ma carrière de boxeur, vers 28 ans, j'avais beaucoup de mal à tenir en moins de 75, parce que c'était pas mon poids naturel non plus, et j'ai fait mes derniers combats en moins de 81. Quand j'ai arrêté de boxer, donc, je me suis orienté plus sur mon autre plaisir de musculation, avec l'objectif de prendre du poids. Et donc je suis monté jusqu'à 108 kg. 108 kg d'un point de vue naturel, mais mon physique n'était pas le physique d'un culturiste, hein. Je ressemblais plutôt à un rugbyman, pas actuel, hein, mais des dernières générations. C'est-à-dire une masse globale, mais pas de muscles dessinés. J'avais pas de ventre, mais on voyait pas mes abdominaux, quoi. Tu vois, c'était mon type de physique. T'avais 20% à peu près de masse grasse? Absolument, ouais, carrément. Ouais. 20, entre 20 et 24 même, je pense qu'on peut déterminer. Plutôt quelque chose comme ça. Il est difficile, en vrai, d'être... quand on est naturel, on appelle ça nati, hein, dans le domaine de la musculation, d'être gros, volumineux et sec. Hein, donc tu as plein de philosophies d'entraînement sur ça, mais bon, c'est quand même compliqué. Par la suite, donc, je me suis présenté pour faire ma reconversion professionnelle. J'avais 35 ans à peu près. Et je faisais entre 102 et 104 kilos quand j'ai passé les tests de sélection. Et à la fin de l'année, il fallait valider des performances régionales en termes de force athlétique. Et en fait, tu peux être massif et pas spécialement fort. Et en fait, par rapport à mon gabarit, j'étais pas fort.
hein, puisque D'accord. je me suis rendu compte qu'il a fallu que je descende à 90 kg pour être dans la catégorie qui me convenait. Et en fait, mon niveau de force m'a permis, moi, de valider uniquement la moyenne. J'ai eu la moyenne en termes de force. C'est-à-dire qu'au soulevé de terre, pour ceux qui connaissent, heureusement qu'il y avait le soulevé de terre, parce que comme je me suis craqué au développé couché, ça m'a permis de rattraper ma perf. En fait, j'ai dû faire un squat, je me rappelle plus, aux alentours de 140, 145 kg par là. Donc en maxi, hein, c'était une rep maxi, en amplitude complète, j'entends bien. Un développé couché où je devais valider un 90 kg, donc je répète, je suis pas fort, hein, et je me suis planté dessus, quoi, en fait. Je me suis planté dessus, donc je l'ai craqué. Et je devais faire un soulevé de terre à 160, qui était mon maxi. Et en fait, pour avoir mon examen, enfin valider cette épreuve, j'ai dû soulever 173. Il me manquait 173 kg à soulever, et que j'ai réussi, en fait. Hein, j'ai validé un soulevé de terre à ce point-là. Mais donc tu vois qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre le volume de quelqu'un. Tu peux être volumineux, même musculairement, sans être exceptionnellement fort. Il ne faut pas confondre les sports. Il ne faut pas confondre la force que tu vas avoir en powerlifting, donc on appelle la force athlétique, la puissance que tu vas avoir en haltérophilie, parce que c'est très très technique. Et même si ces sports demandent et peuvent développer une certaine forme de masse musculaire, ils sont pas forcément. C'est pas la même façon de travailler en culturisme classique. Hein, tu peux t'épuiser avec des charges modérées, voire même légères. Tu as des méthodes qui sont basées sur ça. Donc à ce moment-là, je mangeais toujours 6 fois par jour. Et puis à 90 kg, après j'ai longtemps stagné entre 92 et 94. C'est quelques temps après, peut-être 2 ans ou 3 ans après, que j'ai commencé à m'intéresser tout d'abord par les ouvrages de Christophe Cario, peut-être que sûrement que tu connais, quoi, hein, avec beaucoup d'entraînement au poids de corps, ce qu'on appelle calisthénique, etc. Donc je commençais à m'entraîner sur ça avec un petit peu cette philosophie d'entraînement. Un petit peu, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai sorti quelques ouvrages. J'ai beaucoup aimé les ouvrages d'Emmanuel Ackerman, donc je t'en fais voir un. Je gagne pas d'argent à faire voir ça. Hein. Attends, dans quel sens par là? C'est bon. Attends, de ce côté. De ce côté-là. L'autre côté. Là, stop, voilà. Donc il a fait plusieurs ouvrages que j'ai trouvé très bien. Et je dois même dire, si je dois mettre en concurrence, je dirais que Christophe Cario, c'est un super gars, super sympa et super compétent. Mais moi, j'ai préféré les ouvrages d'Emmanuel Ackerman. Je les ai trouvés plus dans ma philosophie d'entraînement. À la fois comme ceux qu'on va parler dans une autre vidéo qu'on va faire avec toi de Pavel Tsatsouline, un peu dans cette philosophie d'entraînement. Bon, on en reparlera. Je mettrai les liens en bas. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Et puis bon, comme beaucoup, je me documentais sur internet et à un moment donné, dans les entraînements calisthéniques, je suis tombé sur un type qui s'appelle toujours Franck Medrano. Et donc beaucoup d'entraînement au poids de corps, d'ailleurs uniquement, quasiment, on peut trouver des vidéos assez sympas avec lui. Et en m'intéressant à lui, en m'entraînant sur cette forme-là, je suis allé progressivement sur sa page et j'ai été choqué. Parce que je me suis rendu compte que ce type-là, à l'époque, donc il y a de ça 4-5 ans déjà, même plus, hein, il avait plus de 50 ans. Et en fait, il avait un physique d'un mec de 30 ans, quoi. D'accord. Mais au niveau physique, mais au niveau de la peau, du visage, etc. Et je me suis rendu compte que ce mec-là, il était végétalien. D'accord. Et donc je me suis lancé là-dedans, en fait. Donc j'ai vraiment descendu mon poids de corps, donc par la méthode, par les entraînements de Christophe Cario, et puis une autre façon de m'entraîner. J'étais descendu aux alentours de 88 kg, et progressivement je suis descendu à 78 kg. Donc là, mon objectif, c'était pas la masse musculaire, c'était de réussir des figures comme le drapeau, tu vois, des ATR, des choses comme ça, des pompes à une main, des squats pistoles, donc c'est des squats sur une jambe. Oui, c'est très dur. Voilà. D'ailleurs, tu as un bouquin là-dessus que j'ai pas réussi à avoir parce qu'il est en rupture. C'est l'entraînement d'un détenu. C'est un gars qui s'est entraîné en prison. Avec les 5 voilà. les 5 épreuves maîtres. C'est-à-dire dedans, il y a le squat, les tractions, les mais sur un membre, à chaque fois sur un membre. Hein, l'idée, il a mis une progression, voilà, comme ça. Bon, je pense que c'est un bouquin niveau programmation de l'entraînement qui peut être sympa pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais je pense qu'il serait le plus plaisant pour moi, c'est l'univers du bouquin. Il m'a l'air super sympa, mais j'ai pas réussi à me le trouver pour l'instant. Donc voilà, bon bref, par le biais de Franck Medrano, je m'inspire vachement de l'alimentation végétalienne tout de suite. Donc moi, j'ai pas été ce qu'on appelle vegan, parce que vegan, c'est toute une philosophie qui tourne autour de ça, hein, à laquelle, honnêtement, j'adhère pas forcément. Mais
Tu peux donc être végétalien sans adhérer à une cause. Et moi, j'ai donc été végétalien pendant 1 an. Et j'avais pour moi, hein, donc je dis pas que c'est pas bien pour d'autres, j'avais pour moi un manque quand même quelque part. Hein, je crevais tout le temps la dalle en fait. Et je mourais d'envie de devenir végétarien. J'avais besoin d'inclure dans mon alimentation des œufs principalement, tu vois. Et donc j'ai réintroduit des fromages, mais pas de boisson lactée, je ne bois plus de lait. Bon, là-dessus, c'est un grand débat. Hein, peut-être tu l'as déjà développé avec d'autres personnes, je crois, hein, en alimentation. Oui, sur le lait, ouais. Voilà. Moi, je pense plutôt là-dessus, pour faire une courte parenthèse, pour dire s'il faut boire du lait ou pas boire du lait, je pense un petit peu à Frédéric Delavier qui a fait un bouquin dernièrement sur l'éveil des consciences, je crois qu'il s'appelle comme ça le bouquin. Bon, qui est un peu répétitif, qui est du style de Delavier, un peu, voilà. Mais il dit des choses intéressantes, c'est que d'un point de vue génétique, suivant tes ancêtres, en fait, tu as des gens qui sont adaptés pour boire du lait et pas d'autres, quoi. Oui. Tu vois, c'est comme par exemple si tu vois au Japon, ils mangent des algues, donc ce qu'on appelle de la spiruline. Pour eux, ça peut être très bien, mais c'est pas pour ça que pour toi ça va l'être, quoi. Donc il y a une adaptation alimentaire, moi je pense, d'un point de vue génétique, suivant tes ancêtres, etc. Donc tu m'as raconté un petit peu ton parcours. Alors j'aimerais bien savoir comment tu as mis le fasting en place et comment l'idée t'est venue de mettre le fasting en place. Où j'étais un peu intrigué par ça, j'étais choqué sur une émission que j'ai pu voir sur, je crois que c'était sur Arte, qui avait rien à voir avec ça en fait, c'était sur le traitement de cancer, de pathologie, et principalement dans des pays de l'Est. Vous avez fait des expériences qui pour moi sortaient de tout entendement par rapport à ce que j'avais appris. Justement, c'est pour ça que je t'ai parlé dans la première partie de mon apprentissage musculation que tout le monde a en fait, hein, de manger 6 fois par jour. En fait, ils traitaient des cancers par le jeûne. Et les gens, dans le documentaire, ils jeûnaient, alors ça paraît incroyable, hein, entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, les gens, ils bouffent pas. Ils mangent pas. Ils boivent. Ils boivent de l'eau, du thé, des trucs comme ça, mais ils mangent pas. Et ce qui a poussé le truc encore plus en intérêt, c'est que dans les vidéos, tu vois les gens faire de l'activité physique, s'entraîner. Donc ça dépasse tout entendement parce que tu manges 3, 4, 5, 6 fois par jour et tu te dis si je fais pas mon petit déj, je vais manquer de force à mon entraînement là, etc. et donc ils expliquaient que quand tu jeûnes, il se passe un phénomène qui est très intéressant et qui dépasse plein de choses en termes d'intérêt, c'est l'autophagie. C'est-à-dire que ton corps va se nourrir de lui-même et donc principalement des cellules qui sont abîmées et donc des cellules cancéreuses. Et donc tu as des effets qui sont assez intéressants là-dessus. Donc le truc, c'est que là-dessus, tu vas trouver plein d'articles, tu trouves plein de vidéos qui parlent de ça. Maintenant, il faut toujours en prendre et en laisser. Quelle puissance ça a quand quelqu'un a une maladie comme ça, un cancer qui est prononcé. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Je sais pas. Hein, tu vois, ça c'est vraiment la question d'un spécialiste ou d'un accompagnement. Le peu que j'ai pu lire, avec le poids qu'on peut donner en intérêt là-dessus, c'est que pour certaines personnes qui traversent des épreuves comme ça, c'est une aide. Ça pourrait être une aide. Tu vois, il est possible, il n'est pas idiot de penser, si tu veux, qu'on s'intoxique avec notre alimentation. Et que des fois, vaut mieux ne pas manger quelque chose que de bouffer de la merde. Parce qu'après, avec ton corps, il va falloir qu'il l'élimine de plein de façons, et ça peut se retranscrire par plein de pathologies. Il est possible qu'on ait besoin, par exemple, sur un type de nutriment, d'une certaine fourchette. Et si tu n'es pas dans cette fourchette, tu es en carence. Et si tu dépasses cette fourchette, tu empoisonnes ton organisme. Et donc tu fonctionnes moins bien. Et donc ça peut créer plein de désagréments différents. Tu vois, moi ce que j'ai testé par rapport au laitage, j'ai fait plein de fois l'expérience. Hein, et je peux t'assurer que sur moi, en tout cas, ça agit comme ça. Si je prends des produits laitiers, j'ai une forme de gonflement des tissus musculaires, je le traduis comme ça, qui m'empêche d'être vraiment souple. Alors je suis plus souple que la plupart des gens, parce que moi je m'entraîne, mais je sens des limites. Par exemple, en grand écart, moi je me mets en grand écart latéral et facial, d'accord. Et dans le facial, je vais pas pouvoir m'allonger à plat ventre. Tu vois. Et si je réduis les produits laitiers, que je les élimine, je vais pouvoir me mettre à plat ventre. Tu vois, donc c'est énorme, sur des subtilités comme ça. Mon grand écart latéral, quand je mets la jambe gauche devant, je descends les doigts dans le nez. Okay, et le jambe droite devant, si je consomme des produits laitiers, je vais avoir du mal, il va falloir que je force pour le faire. Je vais y arriver, mais il va falloir que je force. Et sans produits laitiers, j'ai l'impression que mon corps il est plus relâché et je peux me permettre ça. D'accord. Tu vois,
Donc c'est un exemple, mais je pense que c'est une fourchette d'un nutriment que tu dois avoir dans certaines proportions, et que pas assez, t'es en carence, ok, d'accord, mais en excès, c'est pas bon non plus. D'accord. Et je pense que le fait de faire des jeûnes plus ou moins longs, ça permet à ton organisme de réguler, en fait, de remettre à l'état certaines choses. Bon, donc ma première approche sur ça, ça a été ce documentaire auquel je n'ai pas douté, si tu veux. J'étais intrigué et je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire un jeûne, mais pas aussi long recommandé, parce que je me voyais pas comment rentrer ça dans ma vie de tous les jours, tu vois, comme beaucoup de gens dans nos catégories d'âge. Bon, t'as une vie de famille, t'as des enfants, t'as des contraintes professionnelles, parfois avec des décalages, donc c'est pas toujours facile. Tu te dis, waouh, ça va être super chaud, j'aimerais bien, et même à la rigueur, d'être préparé psychologiquement pour le faire une semaine, mais franchement, mis à part sur des vacances, je vois pas quand le passer. Et puis en plus, sur des vacances, en général, tu as plus envie de te relâcher psychologiquement que de te foutre une pression comme ça. Et donc, j'attendais une période de ma vie, en fait, où tester ça. Parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et donc, dans un premier temps, je me disais, tiens, je vais tester ça un week-end, etc. Et puis, je suis tombé sur... je pense que c'est par le biais de vidéos sur des jeunes, sur des gars qui faisaient des jeûnes intermittents. En fait, j'avais pas eu d'abord cette approche-là, parce que je ne considérais pas que c'était un jeûne. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'appellent pas ça un jeûne, qui appellent ça un fasting, comme ça. Et donc, le premier exemple qui m'a été donné, que j'ai pu voir, c'est ce qu'on appelle le 16-8. Donc, une fourchette alimentaire dans laquelle tu ne manges pas pendant 16 heures, et tu as une fourchette alimentaire de 8 heures, où classiquement, tu vas faire 2 repas, quoi, grosso modo. Et donc, il est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui s'alimentent comme ça, sans même se l'être représenté de cette façon. Tu as beaucoup de gens qui, par exemple, ne prennent pas de petit-déj le matin. Et il est possible que ça se rapproche de ce 16-8. Alors l'idée, principalement, de faire ça, c'est de faire descendre le taux de sucre qu'on a dans le sang, par rapport à l'insuline, etc. Dans mon article, où je mettrai vraiment les bénéfices, et voilà, c'est pour ça... Là, on va aborder succinctement un peu tout ce qui va nous apporter le jeûne, mais pour toutes les précisions, on pourra retrouver ça dans l'article. Ok. Et donc, ça aiderait le corps à dégager plus facilement ses lipides pour des réactions par rapport à l'insuline, entre autres, pas seulement. Et donc, j'ai trouvé l'idée tout à fait valable, si tu veux, et je l'ai mise en place tout de suite. Et en regardant pas mal de vidéos sur le net sur ça, mais t'en trouves pas tant que ça en fait, hein. T'en trouves de gars qui ont testé sur une période, machin, mais t'en trouves pas beaucoup. Et surtout quand tu cherches dans le domaine de la musculation, alors ça devient rare. T'as un ou deux gars qui le font, t'as un gars qui doit être omnivore, t'as un gars qui est vegan qui le fait, et puis t'as à peu près fait le tour. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur un type qui fait ça, et lui il va encore plus loin, il fait OMAD. Hein, tu l'as mis dans ton bouquin aussi. C'est-à-dire il s'alimente qu'une fois par jour. Et ce gars-là... c'est la Warrior Diet. Alors, mais t'as encore deux distinctions en fait. Avant l'OMAD, t'as la Warrior Diet. En fait, l'OMAD, c'est que tu fais qu'un seul repas par jour, donc toutes les 23 heures, quoi, à peu près. Hein. Et la Warrior Diet, en fait, elle est un peu plus permissive. C'est-à-dire que tu fais qu'un repas par jour, mais tu peux, dans ta journée, manger un fruit quand tu as besoin, etc. Ouais, quand tu commences à vraiment avoir faim, tu peux manger quelque chose. Et donc, moi, si tu veux, quand j'ai commencé le 16-8, je suis tombé assez vite sur la Warrior Diet. Et au bout de quelques jours, hein, pas très long, 4-5 jours, je me suis senti capable en fait de basculer sur la Warrior Diet. Alors que ça m'aurait semblé impensable dans une période, quand j'avais une trentaine d'années dans la musculation, où j'avais une culture, c'est pour ça que je dis ça, une culture totalement opposée, de manger 6 fois par jour, si tu veux prendre de la masse, etc. Tu vois, et le fait de manger qu'une fois par jour, ça m'aurait semblé être une hérésie, je t'aurais dit n'importe quoi, tu manques de connaissances. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par l'inverse, pour expliquer qu'il peut y avoir un autre chemin, et qu'il y a des trucs qui peuvent tester. Mais je vais dire pourquoi ça, je pense que c'est plutôt efficace. On en parlera sur les bénéfices. Ouais, et donc tu peux trouver un gars sur internet qui s'entraîne comme ça. Bon, il est un petit peu agressif dans son truc, il est un peu excité, hein, mais bon, je sais pas si c'est à cause de vivre comme ça. Mais moi, j'aime bien la Warrior Diet, d'abord, j'adore le nom, si tu veux. Hein, la diète pour les guerriers, et l'histoire qui a amené à côté de ça, alors est-ce qu'elle est véridique ou pas, je sais pas, il semblerait que beaucoup de guerriers, plutôt sous l'État romain, l'Empire romain,
s'alimenter comme ça, hein, parce que ça paraît logique, hein, quand tu lis. Après, est-ce que c'était véritablement comme ça, on ne sait pas. Ça paraît logique de ne pas combattre en ayant bouffé. Parce que forcément, tu as plus envie de dormir que d'être alerte. Et puis si tu as un déplacement de guerre à faire dans une journée, voilà, tu marches, le matin tu démontes tes tentes, tu marches, tu les remontes le soir, et après tu fais ton repos, quoi. Ça paraît normal, si tu veux, dans l'organisation. Et en étant, sans être péjoratif, si tu veux, mais ça m'a rappelé un truc. Moi, j'ai eu un chien très, très longtemps, 17 ans à peu près. C'était un Malinois. Et je me suis dit, mais en fait, mon chien, je lui donnais à bouffer que le soir. Ouais, c'est con à dire, mais en fait, c'était un chien qui était athlétique. Et je me suis dit, pourquoi on fait pas comme ça, nous, en fait? Et quand tu lis des bouquins, alors c'est pareil, hein, tu vas pas en trouver plein sur le fasting. Hein. Tu as très très peu de bouquins, tu en as 2. Hein. Moi, j'en ai vu 2. Donc j'ai acheté celui du gars, justement, qui est vegan et qui fait des Kenshin qui parle de ça. Ou le bouquin, en fait, en un quart d'heure, enfin pas un quart d'heure, mais en une demi-heure, tu l'as lu, quoi. Parce que voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, tu dis, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'études là-dessus, parce qu'il n'y a personne qui a de l'argent à gagner, en fait. T'as que des gens qui vont aller mieux en santé. Et en fait, le seul truc, je dis. Tout ce qui est consommation. Donc... Ouais, mais en plus, t'as un truc qui est tout con. Tu vois, quand tu manges 3 fois par jour, si t'es quelqu'un d'un peu sensé, tu vas te brosser les dents 3 fois par jour. C'est quand même chiant. Bah, tu te les brosses plus qu'une fois. Tu vois, t'as une économie assez. Tu gagnes vachement de temps parce que tu perds plus le temps par exemple, le midi, à aller dans un Super U ou je ne sais quel magasin, t'acheter un truc pour manger le midi. Bon, bref, tu fais que le soir, quoi. Tu gagnes vachement de temps que tu peux rentabiliser sur des choses. Donc, tout ce que tu me dis là, ça amène forcément à des bénéfices et j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, toi, ce que tu as pu constater depuis que tu as mis ça en place, que ça soit en fasting classique 16-8 ou en Warrior Diet, enfin je le mettrai, hein, pour les gens qui veulent vraiment savoir comment ça se déroule dans l'article, je mettrai bien les processus et comment y arriver. Et donc j'aimerais bien que tu nous donnes les bénéfices et puis les avantages de mettre en place cette méthode. Comprendre plusieurs choses. D'abord, donc, je suis passé progressivement, enfin assez vite, du 16-8 à la Warrior Diet, mais c'est pas une religion. C'est-à-dire que un matin, si j'ai envie avec mon ami, je vais à la boulangerie, je vais chercher des croissants, on se fait un petit déj, quoi. Tu vois, c'est pas une religion. Mais le lendemain, hop, je m'en mets sur mes rails. Mais si j'ai envie de le faire 2 matins de suite, de me prendre un petit déj, je prends un petit déj. Tu vois, c'est pas un truc. Mais simplement, faut considérer le fasting sous n'importe quel modèle qu'il peut présenter comme un outil par rapport à ton poids et la condition physique que tu veux avoir. Ok ? Et donc, effectivement, ça marche. Où moi je l'ai testé, donc pour ceux qui suivent ta chaîne, qui me connaissent pas forcément, moi mon job je suis coach sportif et je travaille dans une salle d'arts martiaux. Je leur mettrai un lien. Ouais, merci, c'est sympa, une salle d'arts martiaux. Et donc je fais du cross training, je fais de la boxe, je fais des arts martiaux, donc je m'entraîne pas mal, quoi. Tu vois, je m'entraîne pas mal. Et donc j'ai été agréablement surpris, finalement, de tenir une journée. Une journée intense la première fois. Et je me suis dit, le lendemain, je vais le faire. Et ça tient. En fait, ça marche. Alors, il y a des périodes dans la journée où tu peux avoir un petit peu faim. Mais dès que tu es dans l'action, ça passe. Ton corps, je pense qu'il arrive à se mettre en filière énergétique pour mieux utiliser tes graisses, tu vois, comme il n'a plus de sucre dans le sang. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, il y a des périodes où tu es vachement plus vigilant. Tu vois, tu as des réactions plus rapides. Et même par exemple, alors j'ai pas d'exemple à te donner, mais si tu réfléchis avec quelqu'un, avec ton ami ou d'autres personnes sur une solution à trouver à un problème, et tac, t'as le truc tout de suite. Et on va te dire, oh putain, c'est pas con ton idée. J'ai remarqué ça plein de fois. Et donc il y a des moments dans la journée où effectivement, quand t'es plus dans l'action, le corps il se relâche. Et tu peux avoir une sensation, tu vois, ça m'est arrivé tout à l'heure, là. Je suis rentré, je me suis dit, tiens, je me sens pas super bien, j'ouvre le frigo, mais en fait j'ai pas faim. Et je vois rien qui m'intéresse, c'est pas ça. Je ferme le frigo, je me bois un café, et hop, là maintenant, tu vois, je me sens bien. Genre, en fait, j'ai pas besoin de manger, quoi. Tu vois, mais donc pour expliquer que t'as des montées, t'as des descentes, ça fluctifie tout ça un petit peu dans la journée. Hein. Et je pense que ça peut être trop dur de faire que du Warrior Diet ou que du OMAD. La base pour moi, ce serait le 16-8. Tu vois, tu fais le 16-8. Et puis un jour, quand tu te sens bien,
bim, tu fais un warrior diet ou tu fais un nomade. Tu vois, et puis tu reviens. Mais moi, souvent, je fais un 16-8. Mais 16-8, mais des fois, mon repas que je fais vers 14h, c'est pas un repas en vrai. C'est une barre de protéines, c'est un fruit, tu vois, c'est un truc comme ça. Je me recharge un peu. Et en général, je mange le soir. Ça m'est arrivé de faire des repas, par exemple, tu es invité, forcément, tu as une vie de famille, etc. Donc, tu vas pas pouvoir faire ton warrior diet, faire le con à dire, non, moi je mange pas. Donc tu manges avec ta famille, tes amis, etc. Mais en fait, le soir, du coup, comme tu as habitué progressivement ton estomac à se rétrécir, t'as pas faim. Et ça m'est arrivé de ne pas, donc de manger, de faire un repas de midi copieux, puisque c'était un repas de famille, de pas manger le soir et de ne remanger que le lendemain soir. Donc du coup, tu fais quasiment à 36 heures, quoi, tu vois. Et ça permet, quand tu veux te faire entre guillemets plaisir, un gros écart, et t'as pas de frustration. Et le lendemain, c'est bon. En fait, si tu fais un gros repas le soir, le lendemain matin, en vérité, tu n'auras pas faim, quoi. Si tu manges, c'est souvent une habitude, c'est pas un besoin, quoi. Et donc, si là, tu vas faire une activité sportive le matin, et puis que tu te reprends ton 16-8 à 14h, en fait, tu n'auras pas pris de poids. Tu vois, souvent, quand on fait des écarts, surtout dans nos âges, on a tendance à stocker plus facilement. Mais tu vas pouvoir réguler ça en comprenant que le fasting, c'est un outil qui te permet de maîtriser la jauge au niveau de ton poids. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je vois au niveau de l'activité physique, alors j'ai dit, je suis coach sportif, mais je suis de plus en plus persuadé qu'il ne faut pas chercher à faire plein d'heures de sport. En fait, je crois que ça, c'est une connerie. Et aujourd'hui, j'ai réduit mon activité pour ne faire qu'une heure de sport par jour. Je ne fais pas plus d'une heure de sport. Et des fois, je fais des cycles, donc une fois par mois, où je réduis mon activité physique. Je vais garder que 2 ou 3 heures de sport dans la semaine, au lieu d'en faire 6 ou 7, quoi, tu vois. Et je me pèse tous les jours. Et je jauge. Et je vois si mon poids il bloque, je rajoute une activité physique. Ou du 16-8, je passe au warrior, tu vois. Et donc, pour expliquer mon expérience, j'ai commencé le régime intermittent juste après le confinement. En fait, pendant le confinement, j'ai pas pris de poids. Je suis resté, avant le confinement, j'ai fait mon championnat du monde, tu le savais, à 95 kilos. Et je suis resté à ce poids-là, 94-95 pendant le confinement. Et après, pour une raison que je ne saurais expliquer, je sais pas. Juste après le confinement, mon poids il s'est mis à grimper et je suis monté à 99-500. La barre des 100 kilos, elle était pas loin. Et je me suis dit, bon, je fais quoi? Je refais une prise de masse type muscu, etc. Mais en fait, ça me plaît plus, ça me plaît pas et j'aime pas mon corps comme ça. Et je me suis dit, allez, tu vas te donner un objectif, on va redescendre à 88, mon garçon. Le poids que tu faisais quand tu as fait le championnat de France au mois d'avril, il y a plus d'un an. Parce que c'est un poids où, en fait, finalement, je suis pas un vrai poids lourd, comme je te disais tout à l'heure. J'ai plutôt une ossature, même si je pense qu'elle est lourde, elle est quand même fine, tu vois, des choses comme ça. Et je me sens réactif à ce poids-là. Je me sens pas faible, je me sens pas plus fort. Ton poids de forme. Ouais, c'est mon poids de forme. Et donc, je pense que j'ai envie de le retrouver. Et donc, dès que j'ai commencé à ce moment-là à faire le fasting, je suis assez vite revenu à 95 kilos, tu vois, assez vite. Hein. Peut-être, je sais pas, j'ai pas calculé, je vais pas te dire, mais peut-être en 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, j'ai perdu 4-5 kilos assez vite, grâce à ça. Et ensuite, j'ai longtemps oscillé entre 92 et 94. Tu vois. Et dernièrement, j'ai longtemps oscillé entre 90 et 92. Et là, au ce moment où je te parle, je fais 90, entre 90 et 91. Quoi, tu vois. Je sais que je suis en passe de passer en dessous. Là, je vais, dans très, très peu de temps, je vais être en dessous de 90. Mais donc, faut pas chercher à aller trop vite. Alors, je pense que dans un premier temps, on peut perdre vite du poids quand on est en surpoids, pour des raisons de stockage de flotte, tu vois, pour des raisons aussi de bol alimentaire. C'est-à-dire qu'il est bien compréhensible que si tu manges 6 fois par jour, tu remplis ton estomac. Tu vois. Et bon, ce poids alimentaire, il est présent dans ton corps. Et quand tu vas commencer à faire ton fasting, tu vas amener moins de nourriture. Alors au début, le soir, ça va être, tu vas te faire un truc de ouf, quoi, parce que tu vas avoir une fringale. Mais en fait, avec le temps, tu manges pas tant que ça. Tu vas le réduire. Ouais, tu le réduis. En fait, la réalité, c'est que c'est ça, c'est que tu le réduis. Et donc, ton tour de taille, il diminue. Il diminue, mais véritablement. C'est-à-dire que moi, plusieurs gens me l'ont dit. Ah tiens, t'as perdu du ventre. Alors que j'étais pas en obésité, mais c'est vrai que j'avais un peu de ventre. Mais un peu de ventre, pas à cause forcément du gras. Un peu de ventre parce que tu bouffes, quoi. Et voilà, faut pas forcément de l'inflammation, mais cette nourriture que tu as avalée, elle est en toi, quoi.
Tu vois, et donc forcément, si tu apprends à fonctionner avec moins de nourriture, bah, tu as moins de ventes, quoi, tout simplement. Donc tu perds ça. Et ensuite, je crois suffisamment à la règle, moi, où il est difficile de perdre plus de 500 grammes de graisse par semaine. Tu vois, ce qui fait 2 kilos par mois de graisse. Oui. Donc dans un premier temps, je te dis, peut-être tu peux perdre plus. Mais quand tu arrives sur un poids, je vais pas dire normal, mais qui va se stabiliser et que tu vas commencer à avoir du mal à perdre, c'est véritablement ce gras profond, peut-être on peut le dire comme ça, hein, je sais pas si c'est juste d'un point de vue scientifique de le dire comme ça, mais ce gras qui est installé, que tu vas avoir du mal à éliminer, pour être honnête et voir les choses comment elles vont se dérouler, je pense que c'est dur de perdre plus de 500 grammes par semaine. Faut pas oublier une chose que j'ai lu dans un bouquin, alors c'est marrant, hein, parce que moi j'ai les bouquins, je vais à tous les râteliers, hein, mais c'est dans le bouquin de Frank Ropers, Évolution physique, ou je sais plus comment il l'appelle. J'ai fait une chronique dessus. Ah d'accord, ok. Bon, et ben, oui, j'ai fait un résumé. Dedans, il parle d'une chose, qui est à mon avis juste, c'est qu'il faut l'équivalent de 3 marathons pour brûler 1 kilo de graisse. D'accord. Ça c'est juste. Donc ça ne veut pas dire que le sport n'est pas efficace, c'est une aide précieuse. Hein. Mais faut quand même que tu fasses super gaffe à ta bouffe, quoi. Parce que tu peux tout dégueulasser en mangeant mal, quoi. Tu peux faire les meilleurs entraînements du monde, si à côté ta bouffe elle est pas bonne, si tu manges trop, et même tu peux avoir une bonne alimentation, hein. Si tu manges trop, bah, c'est trop, quoi. Tout simplement. Il y a des essais assez comme ça et perturbants qui ont été faits et que j'ai pu lire. Sont des tests sur des animaux, sur des rats, hein, bien souvent. Et ils se sont rendus compte que donc qu'un apport calorique restreint faisait que les animaux vivaient plus longtemps. Mais d'un pourcentage assez élevé. Hein. Je crois que c'est de l'ordre d'un tiers de vie supplémentaire. Et que qu'est-ce qu'on pouvait dire de ça? Et que justement, que dans les rats qui mangeaient le moins, c'était pas forcément une bouffe saine. Oui. Tu vois? Et donc ça veut dire, j'ai pas envie d'inviter tes auditeurs à faire ça, mais que même si tu manges pas forcément super bien, si tu manges en déficit, ça marche quand même. Oui. Donc bien sûr, tu as intérêt d'avoir une alimentation la plus saine possible, évidemment. Mais en réalité, mis à part les moines, personne n'est un moine. Tu vois, et qu'à un moment donné, tu as envie de craquer, mais c'est humain de craquer. Tu vois, il y a plein de coachs sportifs qui sont malsains, je vais t'expliquer, moi, dans une façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'en réalité, eux, ils n'expliquent pas qu'ils prennent des produits anabolisants. Mais ils en prennent. Oui. D'accord? Ils en prennent. Oui. Et ils vont te dire... il faut que tu manges plein de légumes, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça, machin, il faut que tu t'entraînes comme moi, et tu seras comme moi. En fait, tu seras jamais comme le gars, parce que tu ne peux pas. Il faut être un pharmacien pour être comme lui. Et que le gars, derrière, souvent il fait gaffe à son alimentation, mais il y a des périodes où il bouffe de la merde. Mais ça, il te le dit pas. Oui. Tu vois, pour ça, il n'y a personne qui est un moine. D'accord ? Il n'y a personne sauf un moine. Mais si t'en es pas un, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, tu as envie de bouffer une connerie, machin, tout ça. Mais ce qu'il faut, grâce au fasting, tu peux rééquilibrer. Donc à un moment donné, tu craques, tu as envie de taper dans un pot de Nutella, bah, bouffe ton pot de Nutella, fais pas chier. Et puis derrière, bah, une fois que tu auras rempli ton besoin, qu'il soit psychologique, peu importe, on s'en fout, derrière, tu vas pouvoir te réarmer de rigueur. Tandis que c'était tout le temps en train d'être sur la brèche et de dire ouais, faut pas que je fasse cet écart-là parce que c'est pas bien, je vais me mettre des coups, je vais me flageller parce que j'ai mangé un truc en trop. Et ben, t'es toujours tendu psychologiquement et quand le craquage il va arriver, ça va être catastrophique, quoi. Tu vois. Et tu nous expliques effectivement les bienfaits du fasting parce que voilà, ça évite les frustrations, ça évite, ça permet de manger un peu ce qu'on veut, ça permet de réguler. Donc voilà, mais bon, on va aussi se dire qu'il y a peut-être des avantages pour certaines personnes. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui n'arriveraient pas à gérer justement ce manque de nourriture. C'est peut-être, hein, je sais pas, hein, c'est un peu dans les désavantages et les erreurs à pas commettre. Avoir du mal à le suivre pour tout un tas de raisons. D'abord, par rapport à une forme d'addiction à la nourriture, d'une part. Deux, pour tout un tas de raisons familiales. Tu as des enfants à la maison, ils mangent, machin, tout ça, familial, sportif, et puis culture, comment tu t'es programmé, toi, dans ta vie, sur ton alimentation, tes croyances que tu peux avoir, etc.
Moi, je crois à la chose suivante, c'est que quand tu prives ton organisme de quelque chose, derrière, quand tu vas lui donner, il va encore mieux profiter. C'est-à-dire que si on dit toutes les 3 heures, tu dois amener des protéines à ton corps, eh ben, imagine comment il va les engouffrer quand tu vas lui en donner si tu en donnes pas. Tu vois. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que ça fonctionne bien. Si tu as du mal à prendre du poids, que tu es gringalé, réduis de façon considérable ton alimentation, et puis derrière réalimente-toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas stocker, hein, tu vas prendre, hein, c'est obligé. Mais il faut apprendre à maîtriser progressivement ces outils parce que il pourrait se produire l'effet inverse. D'accord. Tu pourrais justement, après avoir essayé une période de jeûne trop dure, au-delà de ton niveau, par exemple, tu n'es pas habitué, et puis tu te dis, tiens, pendant ce week-end, là, je vais pas manger du tout. Tu vas perdre un peu de poids, etc. Mais si tu te remets à remanger comme tu faisais avant, derrière, tu vas stocker comme un malade. D'accord. Parce que tu as déséquilibré la balance, et bim, et ça va pencher de l'autre côté après. Hein. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que le fasting n'est pas bon et qu'il ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut apprendre à l'utiliser. Et donc, la règle de base, enfin pour moi, la façon alimentaire de base, c'est le 16-8. Et, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une religion. Un jour, tu veux te faire un petit déj, machin, bah, tu le fais, quoi. Dire, pourquoi tu te priverais de ça, c'est quoi le problème? Et le lendemain, tac, tu reviens sur ton 16-8. Et puis le jour où tu te sens bien, regarde, à un moment donné, ton poids il se stabilise. Tu as envie de perdre encore 1 ou 2 kilos. Mais tu t'es regonflé psychologiquement. Parce que justement, t'es pas sur l'écrou, quoi. Tu te fais pas la misère d'un point de vue alimentaire. Tu gères ton truc, mais tu vois, voilà. Et ben, le lendemain, tu t'armes, tu t'écoutes de la bonne musique pour t'armer. Et tu fais un warrior diet. Et en même temps, tu t'entraînes, tu fais un cross-training, tu vois. Et ben, quand tu vas remonter sur la balance le surlendemain, tu vas dire, ah, oh, putain, ça marche. Tu vois. Et tu vas commencer ça. Si, moi, il y a toujours une relation dans tout ce que je fais par rapport au Krav Maga, tu sais. Hein. Et il y a un truc qui est vachement intéressant. Bah, souvent le midi, quand je rentre chez moi, je passe devant des points de restauration et je vois les gens en train de manger. Mais en fait, moi, j'ai pas faim. Et je me dis, mais je suis pas fragile, en fait. Tu vois, le côté, ça c'est une phrase de Pavel Tsatsouline. Arrêtez d'être fragile. Je suis pas fragile, moi, j'ai pas besoin de manger. Si demain, mettons, c'est pas ce qu'il peut y avoir, hein, peut-être pas dans notre pays, je sais pas, mais où tu es dans un autre pays, il y a une guerre ou je ne sais pas quoi et tu peux pas manger pendant 2-3 jours. Si tu t'es habitué à manger toutes les 3 heures et avoir un mode de vie qui va autour de ça, bah tu vas sacrément mourir, hein, tu vas souffrir. Hein. T'es pas un guerrier alors. Peut-être que tu fais 100 kilos hyper musclé, mais que tu as ça sous certaines conditions. Et que si ces conditions-là, tu les brises pour une raison ou pour une autre, et bah toi tu vas être brisé aussi. Ça va pas fonctionner. Tu vas plus être toi-même. Tu vas crever la dalle, tu n'auras plus de force, tu n'auras plus d'énergie, tu n'auras plus de sucre dans le sang, mais tu vas être naze, quoi. Donc tu n'es pas un combattant. Tu vois, t'es pas fonctionnel. En dehors, à côté de ça, ça me fait penser à autre chose qui est d'un truc de dramatique. Hein. Mais tu vois, dans les camps de concentration qu'il y a pu y avoir dans la dernière guerre, et ben ceux qui mouraient les premiers, c'était les plus baraqués. Oui. D'accord. Et ceux qui ont, malheureusement pour eux, voilà, survécu à ces choses-là, sont ceux qui avaient le moins de masse musculaire, pas les plus chétifs, mais c'est eux qui étaient le plus à même à endurer ça. Et je ne sais pas, moi j'ai pas beaucoup de recul là-dessus, hein, j'ai pas assez de connaissances, mais ceux que j'ai en exemple, qui ont survécu au camp de concentration, si tu regardes bien, mis à part ceux peut-être qui ont pu avoir des maladies, ils ont vécu quand même relativement longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que c'était une période de vie extrêmement pénible, mais que souvent ces gens-là, tu les as retrouvés longtemps après pour parler de leur expérience, etc. Tu vois. Donc on peut dire, il y a sûrement une corrélation quand même avec à un moment donné un manque de nourriture, un mode survie qui s'est mis en place, peut-être qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais je pense que pour beaucoup de gens, la Warrior Death ou l'OMAD, c'est trop dur. Tu vois, c'est comme un entraînement. Si tu veux mettre un mec au marathon tout de suite, tu vas le craquer. Et même si tu peux dire c'est super bien, etc. Donc il faut y aller progressivement. Et pour moi, le progressivement, peut-être même le 16-8, tu peux pas le faire tous les jours. Mais tu peux peut-être t'amuser dans un premier temps à le faire un jour ou 2 dans la semaine. Tu vois, et puis progressivement, tu seras capable de le mettre de plus en plus en place. Et puis après, ça deviendra ta véritable routine. Et tu vas voir que si tu fais de la musculation ou autre, tu vas peut-être perdre du poids, mais le poids que tu vas perdre, ça va être de la graisse. Hein. Ça va pas être du muscle. Le corps, à un moment donné, il arrive à se mettre en mode survie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'études, enfin, c'est pas beaucoup d'études, c'est des études qui ont été faites, mais qui ont mal été comprises. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu manges ta propre masse musculaire.
vois, pour survivre. Et donc on va dire en muscu, ah bah non, c'est l'erreur, faut surtout pas faire ça. Mais en fait, ça dure les 3 premiers jours, c'est fini après. Ton corps, il arrive à mieux contrôler, va mieux utiliser tes lipides, etc. Il y a une adaptation qui se crée, mais qui se crée pas le premier jour, bien sûr. Elle va se créer au bout de quelques jours, quoi. D'accord. Donc, le piège à faire, c'est peut-être de trop en vouloir tout de suite et de se donner un niveau de jeûne qui ne correspond pas à son propre niveau. Tu vois, moi aujourd'hui, peut-être j'ai déjà jeûné, comme je t'avais expliqué, 36 heures, quoi, mais je me sens pas capable de jeûner 3 jours d'affilée. Je me sens pas prêt pour le faire. Pourtant, si tu me demandes qu'est-ce que j'en pense, je vais te dire, j'en pense du bien, à la condition où tu es capable de contrôler le retour. Parce que si là tu fais un jeûne de 3 jours et puis que derrière tu te mets à manger 6 fois fast-food par jour, le truc qui va se passer, c'est pas celui que tu voulais au départ. Tu vois, c'est normal. Hein, mais si tu fais ça 6 fois fast-food après une période de jeûne, c'est que la période de jeûne, elle était trop dure pour toi. C'est que tu pouvais pas l'encaisser comme ça. Donc il faut y aller tranquille. Il faut voir comment tu gères avec ton entraînement que tu fais. Alors ça peut être que du Krav Maga, mais ça peut être aussi de la préparation physique. Et il faut voir comment ton corps il réagit à ça. D'accord. J'ai essayé. Alors là, ça fait 3 semaines. Pour moi, j'avais déjà essayé une période avant, ça n'avait pas duré longtemps, parce que j'avais faim. Et là, c'est peut-être pendant le confinement, j'ai pris 10 kilos. Donc je voulais les perdre assez rapidement. Et en fait, j'ai beaucoup mangé, donc j'en avais marre de manger en fait. J'étais dans j'en avais marre de manger. Je voulais arrêter de manger. Donc je me suis rentré dans ce fasting depuis 3 semaines. Et franchement, je me sens super bien. La peau, l'énergie. La première semaine, ça a été difficile. Et après, ça a été vraiment... ça a été tout seul. Et j'ai même fait 24 heures sans manger. Parce que j'avais fait un gros repas en famille derrière. Parce que mon estomac s'est rétréci en fait. Et donc j'avais fait un repas un peu gras, un peu costaud en famille. Et donc derrière, j'ai fait 24 heures sans manger. Et j'ai que des sensations positives en termes de goût, en termes je me sens mieux, vraiment. Et comme tu dis là, l'estomac, il rétrécit. Voilà, pour l'instant, je vois que des effets bénéfiques. Et je me dis que je vais continuer comme ça et voir ce que ça donne. Et de temps en temps, je pense que une fois par mois, je ferai 24 heures. Et j'ai rencontré une femme ce week-end où on a fait de la Via Ferrata. Et elle a fait une semaine de jeûne. Elle m'a dit que c'était l'une des expériences les plus bénéfiques qu'elle avait fait dans sa vie. Donc, je pense que d'ici, dès que j'ai une période de vacances où c'est calme et tout ça, j'essaierai de faire une semaine de jeûne pour voir ce que ça donne. Ça peut être une expérience enrichissante, tu vois. Et je la partagerai avec mes auditeurs. Et les pistes à suivre, j'avais regardé pas mal de vidéos de Thierry Casanova, peut-être tu connais. Donc il a une chaîne YouTube. Et il parle pas mal de ça. J'ai même testé à un moment donné. Alors j'ai envie de dire attention. Hein, il faut respecter des niveaux avant de faire ce que je veux dire. Hein, parce que moi-même je l'ai fait 2 ou 3 fois. Et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord ? Mais donc je vais t'expliquer. Tu aurais une phase ultime du jeûne. C'est le jeûne à sec. C'est-à-dire que tu ne manges pas, mais tu ne bois pas non plus. Ah oui. Et donc, l'explication, c'est de dire la chose suivante, c'est il vaut mieux ne pas boire, parce que tu viens perturber la fluidité de ton sang, en fait, en faisant ça, et que de toute façon, quand tes graisses, elles vont se libérer, enfin, se fournir l'énergie, elles libèrent de l'eau en même temps, parce qu'elles stockent aussi de la flotte. Et donc, un peu comme les dromadaires ou chameaux, tu vois, dans le désert, ils stockent dans leur graisse, quoi, et que l'on fonctionnerait, je dis pas, j'ai pas de certitude moi là-dessus, hein, que l'on fonctionnerait de cette façon-là. Alors, quelle remarque j'ai pu faire sur mes entraînements? Parce que je fais des entraînements qui sont très durs, hein, du style... alors moi j'appelle ça cross-training, parce que je fais ça à ma sauce, mais c'est la même chose que du crossfit. Hein. La particularité, c'est que moi, mon cross-training, je l'ai orienté pour que ce soit efficace pour un combattant. Alors moi, pour la rue, quoi, hein, pour le Krav Maga, mais j'ai des boxeurs qui s'entraînent avec moi, etc. Donc je travaille pas mal sous forme de runes, etc. Bon, et puis ça fera la vidéo qui va suivre après, hein, avec les 4 lebels, hein. Ça, on va parler de ça sur une autre vidéo. D'accord. Et donc voilà, je m'entraîne comme ça. Et peut-être que ma version de moi-même
est une version de condition physique en deçà de moi-même avec une alimentation normale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je m'entraîne par rapport à moi. Et je ne me trouve pas moins performant, mais peut-être je le suis un peu moins. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de m'entraîner à haute intensité. Alors je te dis, j'ai fait ces expériences-là à sec. Ça tire sur le coin de la bouche quand même. Ah, tu m'étonnes. Hein, mais c'est faisable. Mais encore une fois, ce qui se passe aussi, c'est que les entraînements, comme c'est moi le prof, c'est moi qui les construis et qui les fais. Donc je ne subis pas quelque chose qu'on m'impose. Contrairement à mes élèves. Quand est-ce que ça s'arrête? Alors que si demain tu me donnais un entraînement, je suis pas sûr que je voudrais le faire à sec, quoi, tu vois. Parce que si je ne connais pas le début, le milieu et la fin de l'entraînement, je sais pas ce que tu vas me demander et je suis pas sûr que ce soit bien. Donc, ça pour les gens qui écoutent ta chaîne, j'ai envie de dire, c'est une piste, c'est une curiosité. Ne le testez que si vous le voulez, parce que et si on est déjà en bonne santé. Il y a peu de recul là-dessus, hein. Comme je t'ai dit, déjà, tu cherches des bouquins sur le fasting, tu vas pas en trouver beaucoup. Moi, j'en ai vu 2. Et fasting dédié aux sportifs, sur les 2, il y en avait qu'un. Et voilà, et c'est le recul d'un mec qui m'a l'air très bien, très sain, il n'y a pas de souci. Mais donc, ça manque de contenu, parce que tu trouves dans plein d'autres domaines, tu cherches des bouquins dans n'importe quel domaine de la préparation physique, tu vas en trouver 40 000, quoi. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de travail là-dessus. Bon, j'aime bien parce que quand on commence à discuter, vous mettez 2 passionnés, je l'avais déjà dit dans les autres interviews, quand vous mettez 2 passionnés ensemble, tout de suite ça discute et voilà, j'espère que vous êtes aussi passionnés que nous et que ça vous a vraiment intéressé. Je vous invite, je le dis toujours dans mes articles, il faut être un sceptique intelligent et tester, voilà, vous testez, ça va pas, vous inquiétez pas, ça va pas vous faire de mal. Vous testez, si vous êtes déjà en bonne condition physique, vous n'avez pas de problème de santé, vous testez, vous voyez ce que ça donne. Si jamais vous avez des bonnes sensations, des bonnes réactions au niveau du corps, et bien voilà, vous le mettez en place. Vous le prenez pour vous, vous le mettez dans la calebasse, comme on dit, et puis vous en faites une hygiène de vie. Voilà, et ben je te laisse le mot de la fin. Ouais, comme tu as dit, ne pas être trop sceptique sur plein de choses. Moi, je fais plein de choses par expérience, en fait. Parce que j'y trouve du plaisir, je trouve ça intriguant, j'essaye. Et puis je vois ce que ça donne. Hein. En plus, je ne l'ai pas forcément précisé, mais je suis végétarien, je suis toujours végétarien. Hein. Donc j'ai eu dans ma période une période végane 1 an, végétarien 2 ans. Après, pour des raisons familiales, je suis redevenu, on va dire, omnivore. Et là, depuis plus de 6 mois, je suis végétarien. Donc ce type d'alimentation, tu peux faire la warrior diet par exemple, être omnivore ou que carnivore ou frugivore ou ce que tu veux. Hein. Ça, ce sont des modes différents. Ça fonctionne un peu avec tout ça. Ouais, faut tester parce que je pense que on peut être prisonnier dans une façon de faire parce qu'on croit que c'est la bonne. Et faut regarder ce qui se fait à côté. Et avant de critiquer de ce qui se fait à côté, c'est bien de tester soi-même, de se faire son expérience et son avis, quoi. Donc moi je dis pas que le fasting c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je connais des personnes qui sont en forme, avec une bonne apparence physique et qui mangent plusieurs fois par jour, etc. Et si ça vous convient, bah, faut rester comme vous faites, puisque ça marche pour vous. Mais ce qui marche pour une personne ne marche pas forcément pour une autre. Et donc si vous êtes plutôt pas forcément même en surpoids, parce qu'on peut faire un bon rapport poids-taille, mais ne pas avoir une bonne composition corporelle, c'est-à-dire être plutôt gras que musclé. Et si vous voulez changer cela, bah, essayez le fasting. Hein. C'est le fasting, et c'est pas un truc de propagande, hein, parce que ni toi ni moi on gagne de l'argent là-dessus. Hein. Toi tu te fais des passionnés qui regardent ta chaîne parce que voilà, tu recherches, tu vas vers l'avant. Moi, bien que je sois coach, je ne fais pas part de ça à beaucoup de mes élèves, hein, pour certains, mais pas à tous. Pas parce que c'est un secret, mais parce que il y en a qui s'en foutent, quoi, en fait, hein, tout simplement. Oui. Mais c'est plutôt sur des gens qui ont essayé des méthodes classiques pour perdre du poids et qui n'ont pas réussi, tu vois, ou pour s'athlétiser, ou j'ai envie de te dire, comme je te le disais à un moment donné, pour arrêter d'être fragile, quoi. Notre corps est bien plus fort, bien plus résistant que ce qu'on croit. Et que si tu es prisonnier, malheureusement, d'être obligé de manger 6 fois par jour et de t'entraîner 4 fois ou 5 fois en muscu par semaine pour conserver ton niveau, la réalité c'est que c'est un équilibre précaire. Parce que dans la vie, il y a un grain de sable qui se fout là-dedans. Tu peux avoir un problème familial, tu peux avoir n'importe quoi, et tout va se désarticuler dans ta vie, parce que tu es fragile en fait. Tu fais peut-être 100 kilos musclés, mais
tu es fragile parce que ça dépend d'un équilibre précaire que tu es obligé de tenir. Et que, en fait, si tu te mets à te contrôler sur l'alimentation, tu vois, à être capable de contrôler ce que tu fais, tu vas être capable de contrôler d'autres choses. Et je te dis, moi je passe à côté de gens des fois, et je me dis, là je parle d'un point de vue martial, etc. Lui en fait il est obligé de manger, mais moi pas. Je suis meilleur que lui. Tu vois, mais il sait pas, mais moi j'ai pas besoin de faire ça. Je suis pas en train de foutre du sucre que mon corps il a pas besoin. Je suis pas en train de lui foutre de la graisse qu'il a pas besoin. Et en fait je fonctionne bien quoi. C'est des choses qu'il faut tester soi-même pour se rendre compte. Et je dis pas que c'est toujours facile, hein. C'est pas facile de faire du fasting, hein. Il y a un petit temps d'adaptation et il faut respecter les différents fastings, hein. Tu vas mettre un documentaire sur ça, hein. Il y en a plusieurs, hein. Bien sûr, ouais, je vais faire un article. Ouais, c'est ça, il y en a plusieurs et essayez de naviguer de l'un à l'autre pour voir ce qui correspond en expérience, etc. Faites-le quand vous vous sentez prêt, quoi. En tout cas, je te remercie de ce témoignage et ah oui, ce sera sur la chaîne, voilà, et puis on le partagera comme on fait d'habitude sur Facebook et sur tous les médias qui vont bien pour diffuser la bonne parole. Et avec de l'audace, toujours de l'audace. Merci.